Très bien, alors je vais lancer d'ici notre collègue donc Sophie Provenchère pour l'anesthésie du patient en sillon cardiaque, sujet très complexe et j'espère pouvoir progresser. Merci. Alors, bonjour à tous, merci aux organisateurs de cette session de m'avoir confié cette présentation. Merci au comité d'organisation de l'ASFAR. Pour cette présentation, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Et donc, merci aussi à l'orateur précédent qui m'a ouvert un boulevard. J'avais un certain nombre de diapositives qui étaient communes avec les vôtres. Ma vision sera différente, ce sera celle du non-cardiologue, de l'anesthésiste. Et voilà, je voulais juste commencer, comme vous, guidant mon topo en m'appuyant sur ces recommandations. Il y a eu deux types de recommandations. Les recommandations de l'insuffisance cardiaque, comme vous l'avez dit, ces recommandations de l'ESC et de l'AHA, qui nous ont, pour nous qui ne sommes pas cardiologues, un petit peu éclairés sur ce que c'était que l'insuffisance cardiaque, les patients qui sont à risque d'insuffisance cardiaque, ceux qui sont en pré-insuffisance cardiaque, ceux qui sont en insuffisance cardiaque symptomatique ou en insuffisance cardiaque avancée, puisque pour nous, tout va se jouer pour ces patients sur la stratification du risque. Et dans la stratification du risque, il y a aussi la capacité qu'on a à dépister ce genre de patients en consultation d'anesthésie. Deuxième recommandation, c'est les recommandations de l'ESC qui sont sorties au mois d'août 2022 et qui, là, s'intéressent plus particulièrement à la prise en charge du patient à haut risque cardiovasculaire pour une chirurgie non cardiaque, avec des recommandations qui sont très denses, qui diffèrent un tout petit peu dans leur format des recommandations précédentes, et avec cette illustration qui vous fait d'avance comprendre la complexité de la prise en charge de ces patients, où on va faire interagir le risque chirurgical avec les risques liés aux patients, et puis tous les événements péropératoires, que ce soit des événements hémorragiques, que ce soit des événements liés à tout ce qui va se passer sur les perturbations hémodynamiques péropératoires pendant l'intervention ou après l'intervention. Et puis, bien évidemment, ces recommandations vont nous permettre de clarifier nos idées sur la gestion des traitements périopératoires. Donc, j'ai commencé par un tout petit cas clinique parce que les recommandations, c'est bien, c'est très bien, mais ces recommandations, elles sont parfois très loin de notre quotidien pour vous rapporter un cas clinique dont je ne suis pas particulièrement fière, mais que je vais partager avec vous pour essayer d'appréhender toutes les difficultés auxquelles on est confronté. Nous sommes en période Covid et je reçois en consultation d'anesthésie avec 3/4 d'heure de retard une dame qui vient pour laquelle je n'ai malheureusement que 15 minutes parce que je suis pressée par les infirmiers de consultation pour fermer cette consultation avec 1 heure de retard. Je ne reverrai probablement pas cette patiente avant son intervention. Je suis dans la position d'être à la fois son médecin traitant, son cardiologue, mais aussi l'anesthésiste. Et voilà comment les choses se passent. Cette dernière patiente, elle arrive après un effort dans une chaleur, dans une fournaise, après un effort en montée pour arriver jusqu'à la consultation d'anesthésie. Il fait 40 degrés à l'extérieur. Cette patiente a une cardiopathie rythmique avec une FEVG conservée sur un compte-rendu de 2 TT précédents qui date de l'année. Elle a une ablation de FA prévue 48 heures plus tard, ce qui est relativement rassurant puisqu'elle va être réhospitalisée donc le surlendemain de la consultation. Et cette dame, au cours de son interrogatoire, me dit qu'elle est en rupture thérapeutique en raison du confinement, qu'elle ne voit plus son médecin traitant, probablement parce qu'il a fermé son cabinet, et elle ne sait plus, elle est un peu perdue. Elle a eu beaucoup de difficultés pour arriver jusqu'à moi. Elle ne sait plus depuis combien de temps elle a arrêté ses bêta-bloquants. J'hésite à la faire hospitaliser, et cette hospitalisation n'est pas possible en raison de la tension hospitalière due à la pandémie Covid. Quand je l'ausculte, elle a de discrets crépitants des bases, sans plus. Elle est dyspnéique, elle est très pâle, elle a des sueurs, elle est très fatiguée. Elle n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque périphérique, en tout cas pas d'œdème des membres inférieurs, une pression artérielle qu'on va dire normale, une saturation subnormale, elle est clairement NYHA3, il fait chaud, elle a monté un étage, elle est en ACFA rapide. Et donc je lui conseille de reprendre ses bêta-bloquants et je lui commande moi-même un VSL pour qu'elle puisse retourner chez elle. Voilà.
Et j'ai enchaîné, je crois, à peu près toutes les erreurs qu'il faut faire dans ce genre de situation, en particulier de ne pas l'hospitaliser, puisque je serai amenée à revoir cette patiente 48 heures plus tard, et elle sera effectivement hospitalisée en insuffisance cardiaque, voire même en choc cardiogénique, avec une FE qui est effondrée, et elle aura un passage en réanimation, une cure de Dobu, avant de pouvoir avoir effectivement une ablation de sa FA dans de bonnes conditions un mois plus tard. Ça n'amène pas de commentaires particuliers, si ce n'est que voilà les difficultés du quotidien. Donc les recommandations, finalement, ces recommandations, on l'a vu, hein, elles sont très informatives et on va dire que les discordances, comme l'orateur précédent l'a précisé, elles sont affaires de spécialistes. La définition, effectivement, n'a pas changé. Hein, c'est un patient qui a des symptômes et ça, c'est très important. Soit il est symptomatique, soit il ne l'est pas, mais la plupart du temps, ce qu'il est important de dépister, c'est l'existence de symptômes ou des signes cliniques d'insuffisance cardiaque et il a une anomalie structurelle ou fonctionnelle sous-jacente ayant pour conséquence une élévation des pressions intracardiaques et une adéquation du débit cardiaque au repos ou à l'effort. La définition, clairement, n'a pas changé. Je vous rapporte ici donc les modalités de diagnostic et de définition de cette définition universelle, hein, donc la définition clinique, basée aussi sur l'élévation des peptides natriurétiques avec des signes objectifs de congestion pulmonaire. Cette classification, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de neuf pour nous? Elle décrit parfaitement bien les stades de l'insuffisance cardiaque, les symptômes, le contexte et surtout l'évolutivité, on vous l'a dit tout à l'heure, avec maintenant la possibilité d'être reclassifié quand on a une insuffisance cardiaque avancée avec une bonne réponse au traitement en insuffisance cardiaque de stade C. Là, j'ai la même diapositive que l'orateur précédent, simplement pour que, en tant qu'anesthésiste, vous preniez bien conscience que, finalement, les insuffisants cardiaques avec une fraction d'éjection réduite, c'est-à-dire ceux qui nous le font le plus peur, ceux dont on craint le plus la décompensation cardiaque en périopératoire, ils ne représentent que 35% de l'effectif, alors que la totalité des préservés et des modérément altérés représente 65% des patients. Et donc c'est ceux-là auxquels on va être confronté le plus souvent, que l'insuffisance cardiaque soit diagnostiquée ou pas. Donc ici, l'algorithme qui va permettre d'arriver au diagnostic et à la classification ESC versus AHA. Finalement, je voulais insister sur cette insuffisance cardiaque à FEVG réduite par rapport à la FEVG préservée, puisque, pour vous inciter à n'être pas faussement rassuré, puisqu'on pourrait se poser la question, finalement, ils ont une FEVG préservée, est-ce qu'ils vont faire plus, moins ou autant de complications que ces patients qui nous paraissent plus graves parce qu'on est alerté par son altération de la fonction ventriculaire gauche? Eh bien, vous voyez que ces patients, finalement, vont présenter des complications qui sont tout à fait similaires à ceux qui ont une fraction d'éjection altérée. Et il faut garder à l'esprit, on en a parlé aussi beaucoup, que ce sont deux entités parfaitement distinctes, avec des facteurs de risque différents, avec une prévalence féminine qui est plus importante chez les patients qu'une FEVG préservée, avec des facteurs associés plus fréquemment retrouvés, que sont l'arythmie, la dysfonction VD et l'HTAP, ce qui va avoir un impact direct sur leur prise en charge périopératoire, et puis la cardiopathie ischémique est plus fréquente avec la FEVG réduite. Une question importante qu'on a abordée tout à l'heure, c'est effectivement leur réponse au traitement, avec une réponse au traitement qui est claire pour les patients qui ont une FEVG altérée, alors qu'elle est beaucoup moins évidente pour ceux qui ont les patients avec une FEVG conservée, sauf, et là j'ai rajouté ici la réponse au traitement qui va probablement nous faire évoluer dans nos pratiques et nous retrouver de plus en plus confrontés à des patients qui auront des glyphosines, qu'ils aient une fraction d'éjection réduite ou une fraction d'éjection conservée. Donc les critères diagnostiques, eh bien, ça demande d'être un tout petit peu familier quand même, sans être un échographiste très fort, d'être un tout petit peu familier avec ce que vous allez rechercher. Si vous êtes prescripteur d'une échographie transthoracique, il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre de critères majeurs et de critères mineurs qui vont nous aider dans le diagnostic, et il faut être effectivement
très vigilant sur les pressions de remplissage, sur la taille de l'oreillette gauche, et ça, il n'y a pas besoin d'être un expert en échographie pour prendre en compte ces éléments-là. Et donc, vous avez un patient avec des pressions de remplissage qui sont plus ou moins élevées, une dilatation de l'oreillette gauche qui est plus ou moins importante, et puis des valeurs seuil de biomarqueurs qui sont proposées par ces recommandations de l'ESC, avec des seuils relativement bas, avec comme critère mineur une valeur pour le NT-proBNP aux environs de 125, un critère majeur, une valeur seuil aux environs de 220, et puis ces valeurs sont à moduler avec des valeurs seuil différentes et plus élevées si le patient est en arythmie en fibrillation auriculaire. Et donc, en consultation d'anesthésie, l'émission, ça va être d'avoir une stratification du risque, de mettre en place des explorations pour arriver à une prise de décision qui permette de diminuer au maximum le risque périopératoire. Donc, nous, on a le niveau basique, voilà, du médecin traitant, du cardiologue de ville, de l'anesthésiste réanimateur. Imaginons que le patient est asymptomatique. Ce qu'on va vouloir faire, c'est du dépistage. Et qu'est-ce qu'on veut dépister? C'est les patients à risque d'insuffisance cardiaque ou qui sont en pré-insuffisance cardiaque. Et donc, voilà, ces recommandations nous alertent sur les facteurs de risque qu'il va falloir qu'on dépiste et sur les symptômes qu'il va falloir qu'on recherche. Donc, ça veut dire un interrogatoire et ça veut dire un examen clinique. Bon, les facteurs de risque cardiovasculaires, globalement, il n'y a pas de scoop et vous êtes habitués à les rechercher en consultation d'anesthésie. Le niveau advanced, je dirais, on sort de notre domaine de compétences et là, on va passer la main, on va, avec l'aide des cardiologues, optimiser le patient pour aller jusqu'à l'intervention. Donc, soit on fait du dépistage, soit on fait de l'optimisation. Finalement, on voudrait éviter les complications et éviter les complications cardiovasculaires chez qui ? Et donc, finalement, on s'aperçoit que dans des grosses séries qui sont issues du JAMA, si on s'intéresse aux patients qui subissent une chirurgie non cardiaque majeure et qui ont plus de 45 ans, ben on voit que globalement, cette mortalité intra-hospitalière par complications cardiaques, infarctus du myocarde et AVC, c'est pas fréquent, mais quand même, c'est dans 3% des cas, ce qui fait quand même beaucoup de patients, avec des patients qu'on va retrouver hypertendus et dyslipidémiques dans 45% des cas chez les plus de 45 ans, et que la moitié de cette population des plus de 45 ans ont 2 facteurs de risque. L'ischémie myocardique, on va la retrouver dans 20% des cas. Et bien sûr, pour ce qui concerne spécifiquement l'insuffisance cardiaque, on voit que ces patients qui sont insuffisants cardiaques dans cette étude vont avoir une insuffisance cardiaque en périopératoire avec des complications qui sont plus importantes, des complications cardiaques, et on va le voir sur la diapo précédente, suivante, non seulement des complications cardiaques, mais aussi des complications non cardiaques. Donc, en voulant éviter ces complications cardiovasculaires, si on s'intéresse au pronostic des patients, à la mortalité, à la réadmission de ces patients qui ont soit une insuffisance cardiaque, soit une fibrillation auriculaire, soit une pathologie coronarienne, on s'aperçoit que finalement, le risque de complications cardiovasculaires, il est plus important chez l'insuffisant cardiaque et chez le patient qui a une fibrillation auriculaire versus le patient qui a une cardiopathie ischémique. Et que ce risque, il persiste même pour les chirurgies mineures, qu'il est très élevé si, entre le moment du diagnostic d'insuffisance cardiaque et la chirurgie, il s'est écoulé moins de 4 semaines. Évidemment, il est d'autant plus élevé que le score de Lee est plus élevé. Et la mortalité et les réhospitalisations de causes non cardiaques sont toujours plus élevées pour ces patients insuffisants cardiaques et qui ont une fibrillation auriculaire versus les patients qui ont une cardiopathie ischémique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on essaie de dichotomiser entre des catégories de patients insuffisants cardiaques, fibrillation auriculaire et cardiopathie ischémique, mais que, bien sûr, il y a un overlap entre tout ce qui complique les choses, entre toutes ces pathologies.
Bon, donc si on s'intéresse maintenant particulièrement aux patients qui ont une insuffisance cardiaque, eh bien, dans cette série, on va s'apercevoir que la mortalité, elle est plus importante chez l'insuffisant cardiaque, qu'elle est d'autant plus importante que le patient a une fonction ventriculaire gauche qui est altérée, mais que la mortalité de l'insuffisance cardiaque, elle est, pour celui qui a une fonction ventriculaire gauche altérée, plus importante versus celui qui a une FEVG conservée et versus celui qui est asymptomatique. Ce qui est intéressant, c'est que la mortalité, elle est de complications cardiaques et de complications non cardiaques. Elle est d'autant plus importante que la chirurgie est complexe, que le patient est symptomatique et qu'il a une fonction ventriculaire gauche altérée. Alors, à la suite de cette étude, la suite logique, c'était de voir finalement l'analyse des contributions des facteurs de risque à la mortalité post-opératoire chez les insuffisants cardiaques versus ceux qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque. Vous voyez que c'est un tout petit peu décevant, puisque si on essayait de chercher des facteurs de risque modifiables, eh bien, on tombe sur le score ASA, qu'on ne peut pas modifier, sur l'âge, qu'on ne peut pas modifier. Par contre, il y a un autre facteur très intéressant qui ressort comme étant un facteur de risque de mortalité chez ces patients-là, c'est l'hémoglobine préopératoire, ce qui rejoint le topo précédent pour dire que la prise en charge de l'anémie chez ces patients, elle est capitale, qu'elle est généralement faite quand le diagnostic est fait par les cardiologues responsables des unités d'insuffisance cardiaque, mais qu'il peut arriver, et que là, ça devient de notre ressort, il faut absolument corriger cette anémie. Alors maintenant, si on s'intéresse à ces pronostics qui sont altérés pour les patients qui ont une insuffisance cardiaque, je reviens sur cette étude où finalement on constate une surmortalité chez les patients qui sont insuffisants cardiaques, avec une mortalité plus importante chez ceux qui sont symptomatiques versus ceux qui sont asymptomatiques. Il faut quand même noter que dans ces études-là, on demande souvent finalement dans ces grosses séries comment étaient traités les patients. Et bien là, vous voyez qu'il y avait une adhésion quand même à des prescriptions qui étaient assez forte, c'est-à-dire que même le patient qui est stable, même le patient qui est bien traité, il va être exposé à un risque de complications accru. Et finalement, pour cette population spécifique, les complications, là c'était sur une cohorte de patients ambulatoires, le patient insuffisant cardiaque, vous voyez qu'il y avait quand même un certain nombre de patients insuffisants cardiaques dans cette cohorte de patients ambulatoires, avec des patients qui avaient un score ASA élevé, eh bien, ils font 2 fois plus de complications. Ils font des complications majeures et aussi des complications mineures. Ils font des complications cardiaques, mais aussi des complications non cardiaques. Donc finalement, cette visite préopératoire, revisitée avec les nouvelles recommandations, il faut penser à l'insuffisance cardiaque. Notre souci principal, c'est de dépister. Est-ce que le patient est dans une filière de soins d'insuffisance cardiaque? C'est très important. Donc on va rechercher les comorbidités, les facteurs de risque cardiovasculaire, la dénutrition, l'insuffisance rénale, les facteurs aggravants, le syndrome d'apnée du sommeil, la fragilité. Et puis, il va falloir, si le patient est symptomatique, éliminer une cause pulmonaire de dyspnée, prévoir une consultation de cardiologie, connaître la cardiopathie sous-jacente, évaluer et corriger les facteurs de risque modifiables, proposer une réadaptation cardiaque, et ça je pense que c'est très, très important, pour décider du bon timing de la chirurgie, et puis rechercher toutes les causes déclenchantes de décompensation périopératoire, la mauvaise observance thérapeutique, la congestion, l'hypertension, la fibrillation, l'ischémie myocardique, l'anémie. Vous voyez que le cahier des charges, pour nous anesthésistes, il est très lourd. Donc, est-ce que le patient est symptomatique? Est-ce qu'il a des facteurs de risque? Les recommandations du bilan préopératoire, on les a montrées tout à l'heure, donc c'est le peptide natriurétique, le CG, la radio pulmonaire, les tests standards avec un bilan ferrique. Ça, c'est le minimum requis. Il faut éliminer les contre-indications à la chirurgie. Les contre-indications absolues à la chirurgie, c'est le syndrome coronaire aigu, c'est l'insuffisance cardiaque décompensée, c'est les troubles du rythme et de la conduction, et bien évidemment, c'est le raxéré symptomatique. Alors, votre patient est dyspnéique en consultation d'anesthésie. Bon, est-ce que la dyspnée est de cause cardiaque ou est-ce qu'elle est de cause pulmonaire? Vous voyez que nos amis cardiologues s'étaient intéressés à cette question et qu'en fonction de l'évolution des classifications de l'insuffisance cardiaque,
on avait essayé de voir quelle était la prévalence chez les patients qui avaient une dyspnée de cause inexpliquée de l'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection préservée. Et vous voyez que dans un nombre non négligeable de cas, en fonction des critères diagnostiques qu'on va retenir, eh bien, on va arriver à une incidence importante de causes cardiaques de patients avec une insuffisance cardiaque, avec une fonction ventriculaire gauche préservée. Voilà les facteurs de risque habituels qu'on va retrouver. Évidemment, l'âge, le syndrome métabolique, le déconditionnement, l'hypertension, l'arythmie et les peptides natriurétiques élevés au-delà des valeurs seuil dont on a parlé tout à l'heure. Bien sûr, on arrive maintenant à l'étape de stratification du risque. On a à peu près exploré la stratification du risque avec les facteurs de risque et la consultation d'anesthésie. Le score de Lee pour l'évaluation préopératoire, elle reste totalement d'actualité, avec bien sûr des événements associés, une mortalité et des événements cardiaques associés en fonction du score de Lee. Tout ça, c'est connu. Il va falloir évaluer la capacité fonctionnelle à l'effort. Cette capacité fonctionnelle à l'effort en consultation d'anesthésie, c'est une évaluation subjective. Et cette évaluation subjective, elle vaut ce qu'elle vaut. Vous savez que c'est la valeur seuil qui est inférieure à 4 mètres, milliéquivalents, qui va nous alerter pour déclencher une batterie d'examens complémentaires. Vous savez également que vous pouvez utiliser la classification de Duke, et que donc en fonction du score qui va de 0 à 58, un score qui est supérieur à 37 va être à peu près prédictif d'une VO2 max qui sera supérieure à 15 millilitres. Alors finalement, ces tests d'évaluation en consultation d'anesthésie de la capacité fonctionnelle, est-ce qu'ils sont fiables ? Si on se met comme cutoff le cutoff de 2 étages, finalement, on s'aperçoit que ce cutoff de 2 étages, il est peu sensible, peu spécifique. Finalement, si on fait le score de Duke, c'est un tout petit peu mieux. On arrive à un peu mieux discriminer les patients. Si on fait les biomarqueurs, comme c'est recommandé, une valeur seuil de 300 de NT-proBNP paraît associé au pronostic, et tout ça évidemment par rapport à la méthode de référence. Maintenant, si on porte un œil critique sur la valeur de toutes ces explorations et de leur corrélation avec la VO2, eh bien, on voit que la corrélation avec la VO2, elle est très mauvaise pour l'évaluation subjective, elle est un tout petit peu meilleure pour le score, le DASI score, et puis que bien sûr, il y a un certain degré de corrélation avec la VO2 pour les peptides natriurétiques, mais que de toute façon, ces 3 méthodes sont très médiocrement corrélées les unes aux autres. Je passe rapidement sur ce que vous connaissez, qui est la définition du risque chirurgical bas, modéré ou à haut risque. Et puis, finalement, pour arriver à la conclusion, est-ce que si on applique de façon tout à fait correcte les recommandations des sociétés savantes, et ça c'est les recommandations de 2014, est-ce que finalement on fait bien ? Eh bien, cette étude de Lurati, Buse, est très intéressante parce que sur une grosse cohorte de patients, finalement, elle a regardé en fonction de la stratification du risque qui était basée sur l'algorithme des recommandations de l'ESC 2014 et du risque chirurgical, elle a regardé quels étaient les patients qui avaient eu ou qui n'avaient pas eu d'exploration complémentaire, le niveau de recommandation, le nombre d'examens pathologiques retrouvés et l'impact sur le pronostic du patient. Vous voyez qu'effectivement, les événements sont plutôt en fréquence basse quand il y a pas de recommandation à faire ces épreuves, ces examens complémentaires, que la rentabilité diagnostique s'améliore au fur et à mesure à la fois de l'augmentation du nombre de facteurs de risque du patient et du risque chirurgical. Et pourtant, quand on regarde l'impact de la surutilisation ou de la sous-utilisation de ces explorations complémentaires, on voit qu'elles n'ont que peu d'impact sur le pronostic, sauf pour ce qui concerne le dépistage des cardiopathies ischémique, où là, le fait de ne pas faire de dépistage d'ischémie alors que ce serait indiqué a réellement un impact sur le pronostic des patients.
Ici, donc, on revoit ensemble rapidement les recommandations pour la prise en charge des patients à haut risque cardiovasculaire. Et vous voyez que très vite, pour des niveaux de risque, ça apparaît très très vite, hein, il y a des indications à faire, ECG, biomarqueurs, capacité fonctionnelle. Donc là où vous pouvez complètement vous en affranchir, c'est pour la chirurgie à bas risque et à risque intermédiaire chez le patient de moins de 65 ans ou qui n'a aucun facteur de risque. La question commence à se poser si c'est un haut risque chirurgical pour un patient de plus de 45 ans. Pour un patient donc à risque modéré, pour une chirurgie à bas risque, rien. Le combo ECG, biomarqueur, capacité fonctionnelle, dès qu'on rentre dans un risque intermédiaire ou élevé. Et la même chose pour le patient avec une maladie cardiovasculaire connue. Encore une fois, le combo auquel on ajoute une consultation spécialisée lorsque le patient va être confronté à une chirurgie à haut risque. Donc, voilà en conclusion ce qu'on a déjà dit. Simplement, les recommandations donc, sur la prise en charge du patient à haut risque cardiovasculaire qui datent de cet été reprennent un tout petit peu ça. Je vous ai mis celles qui ont le niveau de preuve le plus élevé. Donc, ça veut dire pour une suspicion ou une insuffisance cardiaque connue, eh bien, il faut faire une échographie des peptides natriurétiques. Il faut s'assurer que le patient reçoit le traitement optimal. Il faut, pour ce qui concerne les mesures péropératoires, on va y revenir, effectivement, pér- et périopératoire, regarder et dépister les signes soit de surcharge, soit de dysfonction d'organes. Et puis, se pose la question dans ces nouvelles recommandations, et ça je pense qu'on va en discuter, du bien fondé, de la justification de cette utilisation recommandée très très large des biomarqueurs pour les patients très vite, avec des recommandations de faire de la troponine, pas pour tous, mais pour presque tous, des peptides natriurétiques. À vrai dire, dans le contexte de l'insuffisance cardiaque, why not? Ça se justifie complètement. La place de la troponine là-dedans, en post-opératoire, elle est très discutable et le débat restera ouvert. Les principes généraux, c'est les principes de bonne pratique et de prévention primaire des recommandations chez les patients à risque d'insuffisance cardiaque. Et puis surtout maintenant, quatrième et dernière étape avant d'arriver à la prise de décision, c'est les 4 classes thérapeutiques à gérer dont on a beaucoup parlé pour dire que effectivement on n'interrompt pas les bêta-bloquants, on est d'accord. Reste la controverse de l'arrêt et de la reprise de l'Entresto et des IEC. On recommande de ne pas débuter des bêta-bloquants avant une intervention. Et puis, je vous fais un petit... j'ai vu qu'il y avait des questions dans l'Assemblée. Moi-même, je me suis posé la question des recommandations concernant les glyphosines. Vous voyez que les recommandations, c'est des recommandations 2A. Pour les patients qui sont sous glyphosine, il est recommandé, et ça c'est important, parce que là, franchement, voilà, on n'avait pas l'habitude, il est recommandé de les arrêter 3 jours avant la chirurgie. Alors, pourquoi? Et donc, je me suis inspirée de ces... On a vu passer dans la littérature pas mal de cas cliniques sur les effets délétères de la poursuite des glyphosines dans la période périopératoire. Eh bien, pour éviter ce risque d'acidocétose euglycémique, où la phase chirurgicale va combiner le stress périopératoire aux effets propres du médicament. Et vous savez que cette phase périopératoire, elle augmente l'insulinorésistance, la lipolyse, la formation de corps cétonique. Et donc, ce qui est décrit, c'est cette acidocétose euglycémique. Pourquoi? Parce que finalement, ces médicaments ont une demi-vie qui est très longue et que donc leur effet va perdurer bien au-delà de l'arrêt. Et donc, avant les recommandations qui sont parues en août, cet article du JCVA recommandait déjà un arrêt 3 à 4 jours avant la phase opératoire, avec si besoin, un recours à de l'insulinothérapie sous-cutanée en préopératoire, parce que cet effet glycosurique persiste de façon prolongée.
d'autant plus que il y a aussi également des risques d'hypovolémie théorique, puisqu'on a parlé de son effet diurétique. Du risque d'infection urinaire, ça c'est quasi certain, et d'infection génitale. Et puis la possibilité d'un risque d'insuffisance rénale aiguë, probablement lié à ces effets diurétiques qu'on ne souhaite pas dans cette période. Et on arrive à la prise de décision. Alors, malheureusement, dans la littérature, il n'y a pas d'algorithme qui soit tout fait. Alors, j'ai essayé de résumer toutes les situations qu'on a évoquées. Alors, évidemment, si la chirurgie est urgente, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est faire de l'optimisation avant d'aller à la chirurgie, le bras armé, j'allais dire. Et si cet algorithme ne vous convient pas, on peut appliquer, et il est très semblable, cet algorithme qui est paru dans le JAMA 2020 sur la prise en charge des patients pour la chirurgie non cardiaque. Ça diffère pas beaucoup. On a vu tous les warnings. Maintenant, toujours à la lecture de ces recommandations, il y a des recommandations qui nous disent pas grand-chose de très spécifique qu'on ne sache déjà qui sont de la bonne pratique médicale. Donc, appliquer du monitorage hémodynamique, éviter la douleur post-opératoire, éviter la dysfonction d'organes, quand même des recommandations très fermes sur le contrôle de la pression artérielle, puisqu'il faut éviter de faire baisser la pression artérielle de ces patients de plus de 20% de leur valeur initiale, ou pour une pression artérielle moyenne, il ne faut pas tolérer des épisodes d'hypotension inférieurs à 60 à 70 mm pendant plus de 10 minutes, et effectivement éviter absolument l'utilisation chez ces patients à haut risque cardiovasculaire d'utiliser les anti-inflammatoires comme drogue de première ligne. Voilà. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de scoop, beaucoup de rigueur. Vous avez ici, sur la partie droite de la diapo, tout ce qui a changé entre la version 2014 et la version 2022. C'est tous les points qu'on a évoqués sur la stratification, l'indication des biomarqueurs, l'indication de l'échographie, avec des changements dans les classes de recommandation. Pour ce qui concerne toute la phase pré, per et post-opératoire, je crois que tout est résumé ici. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette revue très très précise de la littérature. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre la place pour 2 questions compte tenu du temps. Pas de questions dans la salle. Alors, un petit commentaire et une question. Le commentaire, c'est effectivement que vous avez présenté la complexité du dépistage de la FEVG préservé par les Européens. C'est compliqué. C'est vrai que les Américains utilisent un acronyme HFpEF, qui un acronyme pour Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, qui est assez simple. C'est un critère qui comprend 5 ou 6 composantes et qui permet d'avoir un score pour dépister. Et au-delà de 5, on pense que c'est quand même très probable qu'il y ait de l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée, qu'on devrait plus utiliser en Europe probablement. Mais c'est vrai que c'est complexe. Et puis j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on affine maintenant et qu'on grade le risque. Nous, les insuffisants cardiologues, on est toujours très embêtés pour conseiller une chirurgie lourde. Alors notamment tout ce qui est prothèse de hanche et de genou, que j'estime comme étant un peu lourde et relativement haut risque. Mais c'est vrai qu'un patient qui n'a jamais décompensé depuis plusieurs mois, il y a peu de risques qu'il se passe quoi que ce soit. Il n'a jamais été hospitalisé, la dyspnée d'effort est stade 2 stable. Voilà. C'est pour moi un critère important malgré tout, même s'il est insuffisamment précis, et puis il y a tous les biomarqueurs qui l'accompagnent. Oui, je crois que de toute façon, vous pourrez poser vos questions éventuellement à Sophie backstage, comme on dit, parce qu'il faut qu'on avance. Je crois qu'on a pris un petit peu de retard et on doit finir à peu près à l'heure. Donc, merci Sophie.